Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Effet le Reptile. Aujourd'hui on va parler un peu plus de la couleur des dinosaures. Connaître la couleur des dinosaures? Impossible? Eh bien, la réponse après le générique. Les paléontologues ont pensé pendant longtemps qu'il était impossible de pouvoir connaître la couleur des dinosaures. En effet, pour représenter les dinosaures, eh bien, on s'inspirait d'espèces proches comme les crocodiles. On s'est ensuite inspiré des oiseaux, qui sont à l'heure actuelle les derniers dinosaures encore en vie. Ou bien alors les artistes peuvent aussi s'inspirer d'espèces dont les niches écologiques actuelles sont supposées être les mêmes ou fortement similaires à celles des espèces dinosaures par le passé. Mais il se trouve que dernièrement, un paléontologue du nom de Jacob Winter a réussi à découvrir la couleur de certains dinosaures. La fantastique histoire de la couleur des dinosaures va donc débuter avec ce paléontologue à l'université de Yale et grâce à des fossiles de céphalopodes. Ce qui va se passer en fait, c'est que cette vidéo, je vais mettre deux parties. La première partie, je vais vous présenter donc un peu vite fait la petite histoire de la découverte, etc. Et dans la deuxième partie, je vais vous révéler quelles sont les espèces qui ont pu bénéficier tout simplement de cette fantastique découverte. Car oui, nous pouvons apparemment connaître les couleurs de certains dinosaures. Le paléontologue Jacob Winter est en train d'observer un fossile de calmar, comme celui-ci, âgé de 200 millions d'années environ. Dans une zone fossilisée contenant de l'encre, le chercheur tombe sur une étrange structure au microscope. Et pour lui, sa structure est tout simplement de la mélanine. Petit rappel de biologie. La mélanine est un pigment coloré qui peut produire des teintes rouge, rouille, brune, grise et noire. Ce pigment est formé dans des cellules que l'on appelle mélanocytes. Dans des organites spécifiques, les mélanosomes. Les organites sont en fait des compartiments de la cellule, si vous préférez, des petites boîtes. Et la mélanine existe sous deux formes. Le mélanine qui est responsable de la couleur noire, et la phéomélanine qui donne une couleur justement rougeâtre, rouille. Le mélanine est produite dans les eumélanosomes qui sont cylindriques, à la différence de la phéomélanine qui est elle produite dans des phéomélanosomes qui sont globulaires. On a donc deux types de mélanosomes correspondant aux deux formes de mélanine. Et c'est ça qui permet de les différencier. Pour finir ce petit rappel, nous allons nous intéresser tout simplement au développement de la mélanine. Donc rapidement en trois étapes. Première étape, la synthèse de la mélanine dans un mélanosome à l'intérieur d'un mélanocyte. Ce mélanosome, quelle que soit sa forme, eumélanosome ou phéomélanosome, va ensuite migrer à une des extrémités du mélanocyte. Et enfin, la troisième et dernière étape constitue au transfert de ce mélanosome dans une autre cellule que l'on appelle le kératinocyte. Les kératinocytes sont les cellules qui composent majoritairement des structures comme les phanères, c'est-à-dire des productions du tégument, comme par exemple les poils ou les plumes. Pour continuer rapidement ce petit historique, ce qui s'est passé, c'est que, afin d'être sûr qu'il a bien observé de la mélanine dans l'encre, Jacob Winter va se mettre en quête d'autres fossiles de céphalopodes d'origine géographique et d'âge différents. Dans les fossiles qu'il réunit, donc, il observe à nouveau l'encre quand il en a, et il trouve encore de la mélanine. Ce qui semble prouver que la mélanine semble pouvoir traverser les âges, qu'elle arrive à parvenir jusqu'à nous. Et à partir de ce moment-là, le chercheur s'est dit, pourquoi ne pas la rechercher chez des espèces plutôt cool, plutôt fun? Les dinosaures, quoi. Et chez les dinosaures, la mélanine, il ne va pas l'observer directement comme il peut le faire dans l'encre, non. Il va observer les mélanosomes. Mais comme on l'a vu, puisqu'il existe deux formes différentes de mélanosomes, correspondant à deux types de mélanine différents, en observant au microscope le mélanosome dans une plume fossilisée, il va pouvoir déterminer le type de mélanine produit par ce mélanosome et donc connaître sa couleur. Jacob Winter va ensuite contacter Richard Prum. Richard Prum, dont la réputation pour ses travaux autour des plumes ne n'est plus à faire. L'objectif, mieux comprendre le rôle de la mélanine dans la coloration des plumes. Ainsi, Richard Prum lui apprend que la forme de la mélanine, et aussi le rapport entre les deux formes de mélanine, joue sur la coloration. Le mélanine seul va produire du noir. La phéomélanine seule va produire des couleurs rougeâtres. Le mélange
eumélanine et phéomélanine, selon le niveau de chacun des deux, produira des couleurs grises ou brunes. Et enfin, l'absence de mélanine dans une plume se caractérisait par une couleur blanche. On peut également observer sur des plumes des reflets irisés. Vous savez, c'est quand les plumes brillent un peu comme chez les corbeaux ou le canard colvert. Cela, ça correspond à un empilement, en fait, plus ou moins régulier des mélanosomes. Mais Jacob Winter décide d'aller encore plus loin. Il veut être capable de pouvoir prédire la couleur du plumage. Et oui, et pour cela, il va utiliser ce qu'on appelle une méthode statistique, l'analyse discriminante quadratique. Derrière ces mots très compliqués, on va simplifier les choses. En gros, il va utiliser un logiciel informatique et dedans il va rentrer plusieurs données. Il va rentrer le rapport longueur sur largeur de chaque mélanosome. Il va ensuite prendre en compte la forme du mélanosome, est-ce que c'est un eumélanosome ou un phéomélanosome, et aussi prendre en compte la variabilité, car tout comme nous, chaque mélanosome n'est pas strictement identique, il présentera quelques différences. Et grâce à ça, on peut avoir une idée de la couleur de certains dinosaures. Grâce à ça, on en sait plus sur certaines espèces. En gros, dans cette vidéo, on va s'intéresser à Sinosauropteryx, Caudipteryx, Anchiornis, Microraptor et Psittacosaurus. Petite précision pour ces deux derniers, je tiens à vous informer que Cédric Jurassic a fait une vidéo dessus. Si vous souhaitez des informations précises sur Microraptor et Psittacosaurus, je vous recommande d'aller voir ces vidéos. Le magnifique fossile d'Anchiornis, que vous pouvez voir ici, a permis de révéler un animal aux couleurs que je trouve plutôt sympathiques. En somme, le corps est plutôt banal, noir, gris, avec un peu de blanc. L'animal possédait une fantastique et magnifique crête rouge. Et moi j'aime bien ce look, ça fait un peu atypique, vous trouvez pas? Le fossile suivant, Sinosauropteryx, que vous avez ici, nous a permis d'aboutir à cette reconstitution. Comme vous pouvez le voir, l'animal est plutôt dans le jaune, brun, beige, enfin un peu du mal avec la couleur de l'artiste. Ce qui est intéressant à voir, c'est que sa queue était bandée, c'est plutôt sympa. Et aussi, ce que j'aime beaucoup avec cette reconstitution, c'est que on n'a pas au niveau des flancs de plumes, contrairement à notre reconstitution de Sinosauropteryx, ce qui est en accord avec le fossile découvert, parce que comme vous pouvez le voir, il n'avait pas de plumes à cet endroit, enfin du moins, s'il y en avait, elles n'ont pas été retrouvées et n'ont pas été conservées au cours du processus de fossilisation. Donc du coup, c'est plutôt en accord avec ce que l'on observe. Nouvel animal, le Caudipteryx. Caudipteryx, quant à lui, on a appris qu'il était un gris plutôt terne. Je trouve ça plutôt triste. Notre ancienne représentation de Caudipteryx laissait sous-entendre un animal fortement coloré. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'animal soit du coup gris comme ça? Peut-être était-ce une femelle, un mâle subadulte, ou tout simplement qu'il n'était pas encore à maturité sexuelle, à moins que ça ne soit un mâle adulte, mais qu'il ne prend les couleurs que lors de périodes de reproduction. Tout cela ne sont que des hypothèses spéculatives. Peut-être que la réponse n'est même pas là-dedans, mais si vous aussi vous avez une idée pour expliquer la couleur de Caudipteryx, je vous invite à la laisser en commentaire. À présent, on va attaquer le cas de Microraptor, un cas que je trouve tout à fait fascinant. Microraptor, sur la base de ses fossiles, on a pu reconstituer un animal comme ceci, entièrement noir. Il est plutôt beau gosse, mais ce n'est pas tout. On a découvert des mélanosomes plutôt empilés. Et l'empilement suggère donc que l'animal possédait de magnifiques reflets irisés. Je trouve vraiment beau ce Microraptor. Noir, reflet irisé? Ça me rappelle un oiseau. En effet, comme le corbeau, Microraptor avait un plumage noir et des reflets irisés. Un corbeau préhistorique? Moi j'aime bien cette idée. Le fait que l'animal possède des reflets irisés, ça ouvre une autre question. On pensait avant par rapport à la taille des orbites de Microraptor que l'animal était nocturne. Seulement les oiseaux actuels qui possèdent des reflets irisés ont plutôt tendance à être diurnes. Comment trancher? Qui a raison? Bonne question. Pour ma part, je ne sais absolument pas si on peut généraliser la règle des oiseaux actuels à Microraptor. Je trouve ça plutôt risqué, mais après tout,
pourquoi pas. Peut-être qu'on va avoir d'autres éléments qui nous permettront d'affirmer l'une ou l'autre de ces hypothèses. En attendant, la question est ouverte et là encore, Microraptor, diurne ou nocturne, je vous invite à laisser votre avis dans les commentaires. En tout cas, cela prouve bien au moins une chose. Se faire une idée du plumage des dinosaures, c'est une nouvelle piste pour de nouvelles hypothèses sur leur comportement et ça, c'est très intéressant. On va passer au dernier animal que j'ai sélectionné qui a bénéficié de ces études, le Psittacosaurus. Un animal qui était très connu, notamment par de très nombreux fossiles, mais on a pu vraiment commencer l'étude de sa couleur uniquement grâce à un fossile, ce fossile qui a été découvert dans le Liaoning. Pour Psittacosaurus, qu'est-ce qu'on a? Eh bien tout simplement on a cette reconstitution. Comme vous pouvez le voir, ce petit cératopsien asiatique eh bien, a un dos et un ventre de couleur plutôt contrastée. En effet, le dos est beaucoup plus foncé que le ventre. Cela s'appelle la contre-illumination. C'est un type de coloration que l'on retrouve chez de nombreuses espèces actuelles. Plusieurs modèles en 3D, des maquettes, ont été faites. Maquette de couleur grise, plutôt terne, comme vous pouvez le voir ici. Ce qui s'est passé, c'est que la maquette a été placée dans un environnement naturel, avec plusieurs types d'éclairage. Et ensuite, on l'a changé, on l'a placé dans un autre environnement naturel, avec un autre éclairage. Le but, eh bien, regarder comment le modèle réagit aux différentes illuminations afin de pouvoir comprendre au mieux comment a été la coloration de l'animal. Ce que ça a révélé, eh bien, le modèle a permis de mettre en évidence une transition du dos foncé vers un ventre clair au niveau du bas du ventre et vers la queue de manière progressive. Ce type de coloration, ce type de contre-illumination même, eh bien ça correspond à des environnements où la lumière diffuse dans toutes les directions, exactement comme dans une forêt à canopée. Cela semble donc indiquer que c'était l'environnement dans lequel vivait Psittacosaurus. Hypothèse sur le comportement, hypothèse sur l'environnement, bref, vous l'aurez compris, les plumes n'ont pas cessé de nous fournir de nouvelles pistes, de nouvelles hypothèses autour des dinosaures. Bon et bien juste avant de terminer cette vidéo, je tiens à dire que je n'ai parlé que d'un seul pigment coloré, la mélanine, mais il en existe bien d'autres. Par exemple, les caroténoïdes qui vont donner des couleurs plutôt jaunes et rouges, les porphyrines qui vont donner des couleurs vertes, bleues ou rouges, et d'autres encore. Ces autres pigments sont plus rares dans les fossiles. Par exemple, les caroténoïdes ont été observés seulement dans des bactéries âgées d'il y a 400 millions d'années. Les porphyrines, j'ai un exemple en tête qui date de 66 millions d'années dans des œufs d'Oviraptoridés. Faudrait que je retrouve exactement le sujet. On a même trouvé des pigments fossiles qui n'ont pas d'équivalent actuel, ou enfin qui ne sont plus présents actuellement. Bon, juste avant de nous quitter, n'oublions pas de garder un esprit critique sur ces découvertes. Les analyses effectuées présentent quand même un risque d'erreur de 10%, ce qui n'est pas négligeable. Donc peut-être que c'était pas exactement comme ça pour certaines espèces. Ou peut-être qu'on s'en est approché, mais seulement en partie. On ne mettra jamais exactement les couleurs des dinosaures disparus. Les seuls dinosaures dont on peut être sûr des couleurs, ce sont les oiseaux, mais là encore sur des couleurs par rapport à notre réalité, car nous ne voyons pas tous la même chose. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager, à me soutenir en laissant un petit pouce bleu, à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur la chaîne d'Effet le Reptile.